Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble. Ravie également d'avoir à mes côtés Vincent Tomplard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Je rappelle que vous êtes président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Aujourd'hui, il va falloir ouvrir l'œil puisque dans quelques minutes, nous parlerons de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mes invités ont déjà pris place. Docteur Marc Vareille, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes ophtalmologiste à Grenoble, à vos côtés Sophie Bourgarel, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes vous opticienne à Grenoble et puis Mélanie Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous instructrice de locomotion où l'on a besoin de vous, j'ai envie de dire, vous nous en direz plus dans quelques minutes. Mais avant de vous retrouver, nous allons accueillir une jeune chercheuse grenobloise récompensée par la Fondation L'Oréal avec l'Académie des sciences et la Commission française pour l'UNESCO. Bonjour Marjorie Winfield. Bonjour. Vous êtes doctorante, post-doctorante même à l'Institut pour l'avancée des biosciences à l'IAB de l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes l'auteur d'une thèse baptisée « Dilipidémie et impact de la maturation post-testiculaire des gamètes ». En gros, vos travaux portent sur l'infertilité masculine, c'est bien ça? C'est exactement ça. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Alors aujourd'hui, mes travaux à l'IAB se concentrent plutôt sur l'étude des causes génétiques des infertilités chez les hommes, pour une part. Et une autre part de mes travaux se concentre sur essayer de comprendre comment se forme en fait le flagelle du spermatozoïde. Et en particulier, à quoi sert la petite structure en forme d'anneau qu'il y a sur le flagelle qu'on appelle l'annulus. Alors, vous en êtes où? Ça avance, évidemment. On a déjà découvert plusieurs mutations génétiques qui étaient à l'origine d'infertilité chez les hommes, notamment des infertilités dues à des défauts de mobilité du spermatozoïde. Et donc, ça permet de fournir un diagnostic pour ces hommes. C'est un domaine qui est assez peu étudié finalement en cas de difficulté d'un couple à concevoir un enfant. Ce n'est pas l'infertilité masculine que l'on va traiter. Non, aujourd'hui, on ne traite pas le plus souvent les infertilités masculines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner un enfant en fait, à ce couple. Et donc, généralement, on va passer par de la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire faire en fait, de la fécondation in vitro le plus souvent, ce qui va nécessiter très souvent des gestes un peu invasifs chez la femme, finalement, même si celle-ci n'a pas de problème de fertilité. Vous avez donc reçu ce prix. Le jury de la Fondation L'Oréal vous a sans doute aussi un peu récompensé pour ça, pour ce côté un petit peu, bah oui, pourquoi on s'en prend toujours aux femmes? Effectivement, étant donné que la Fondation L'Oréal met en avant des femmes et des carrières scientifiques et la place de la femme dans la société en général, c'est effectivement, je pense, une partie des raisons pour lesquelles j'ai été lauréate cette année. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce sujet d'étude? Au départ, je n'étais pas forcément fixée là-dessus. J'étais intéressée par la biologie de la reproduction en général parce que c'est un peu, on touche à la conception de la vie, comment se crée un organisme, etc. Et puis, par des hasards, on va dire, j'ai été orientée sur cette direction-là qui m'a beaucoup intéressée parce que finalement, c'est un sujet peu étudié. Et donc, il y a plein de choses à découvrir et donc, c'est très intéressant quand on est chercheur. Vous travaillez à partir de quoi? De dons? De dons, quand on travaille chez l'homme, parce qu'on a aussi des modèles animaux, on va dire, pour essayer de décortiquer les mécanismes très complexes. Mais sinon, à partir de dons, oui, ou de patients qui sont recrutés via l'hôpital. Pourquoi c'est intéressant pour vous de travailler à l'IAB? C'est intéressant pour moi de travailler à l'IAB parce qu'il y a un gros pôle, en fait, c'est un gros pôle de recherche et surtout les liens avec l'hôpital sont très étroits et on peut vraiment travailler de concert avec les médecins qui, eux, voient les patients, puisque nous, en tant que chercheurs, on ne voit pas directement les patients. Et donc, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir accès comme ça à la pathologie humaine directement et voilà. Vous vous impliquez aussi dans la lutte contre la désinformation au sujet des vaccins. Est-ce que vous comprenez que le vaccin contre le Covid-19 ait engendré autant de controverses ?
Alors, je fais ce travail bénévole depuis 2018, donc bien avant ce vaccin-là. Et déjà, à l'époque, il y avait beaucoup de controverses sur les vaccins qui sont pourtant des vieux vaccins. Donc, je comprends qu'effectivement, un vaccin qui est nouveau, avec des technologies nouvelles, fasse peur. Et puis, les gens ne sont pas très armés, finalement, pour faire face à la désinformation. Donc, c'est assez logique que ça effraie, oui. Si on veut se renseigner, vous participez sur Facebook à un groupe qui s'appelle Vaccin France Information et Discussion. Exactement. On anime à plusieurs ce groupe, donc des chercheurs, des médecins ou des citoyens participent à l'animation de ce groupe. Et le but, c'est que les gens viennent poser leurs questions directement. Il n'y a pas de questions bêtes. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de leur répondre le plus justement possible et en les rassurant. Vous avez eu récemment à l'IAB, l'Institut donc pour l'avancée des biosciences, la visite de la comédienne, réalisatrice et productrice Julie Gaillet. Il se trouve qu'une grande partie de sa famille est dans le domaine médical. Sa cousine travaille à l'IAB. Vous l'avez rencontrée? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a posé comme question? Eh bien évidemment, elle est venue à l'IAB à l'occasion de son spectacle qui était la veille en fait, auquel j'ai aussi eu la chance d'assister. Et elle était très intéressée justement pour connaître un peu nos difficultés en tant que femmes qu'on peut rencontrer dans nos carrières scientifiques, puisqu'elle est très sensible au sujet qui touche au féminisme. Et donc on a principalement parlé de ça. Ouais, comme votre prix, finalement, ça permet de donner un éclairage sur le travail des scientifiques, pas forcément que des femmes, mais le travail des scientifiques qui œuvrent bien souvent dans l'ombre. Exactement, ça permet de nous mettre un petit peu en lumière, ça permet à nous de parler de nos travaux au grand public et d'en faire part. Et puis par rapport au prix, ça permet effectivement de mettre en lumière des femmes scientifiques et de montrer que ce n'est pas des carrières qui sont réservées exclusivement aux hommes. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour avancer, pour aller encore plus loin dans vos recherches ? Encore de la motivation, et puis de la motivation, je dirais, c'est le principal moteur en recherche parce qu'on essuie beaucoup d'échecs, donc il faut persévérer. Merci beaucoup Marjorie Whitfield, on va vous laisser retourner à vos annulus et puis nous, on va passer à la rubrique innovation. Merci. Vincent, est-ce que vous avez été formé au geste de premier secours? Oui, j'ai eu cette chance, Marie-Caroline. J'ai même beaucoup pratiqué à une époque quand j'avais la trentaine. Est-ce que vous pratiquez encore ces dernières années? Est-ce que vous avez eu l'occasion sur le terrain? Vous avez été confronté à un besoin? J'avais appris sur le plateau de notre émission qu'il y avait une application il y a quelque temps qui avait été lancée par le CHU de Grenoble, Sauve Life, et effectivement je m'étais inscrit. Et il se trouve que par 2 fois en 7-8 mois, effectivement, j'ai été sollicité pour intervenir et faire un massage cardiaque. Alors figurez-vous que ce n'est pas le cas de tout le monde. Près d'un Français sur 3 déclare ne pas savoir effectuer le moindre geste de premier secours. Ça pourrait changer puisque pour faciliter la démarche, on peut désormais faire appel à des casques de réalité virtuelle qui, vous allez le voir, vous feront aussi penser à vos plus belles heures sur le dance floor. C'est un reportage de Lina Badreddine. Pour une bonne vitesse, pensez à la musique de Staying Alive. Elle a le rythme parfait pour faire de ça. Apprendre à sauver une vie grâce à la réalité virtuelle. À Grenoble et en France, les chances de survie en cas d'arrêt cardiaque sont de 5% contre 40% dans les pays nordiques. Des chiffres alarmants et uniquement dus au nombre de personnes formées au geste de premier secours. Elles sont 20% en France, 80% dans des pays comme l'Allemagne, la Norvège, le Danemark ou l'Autriche. Pour y remédier, la société d'un seul geste intervient dans les entreprises demandeuses avec une formation rapide et immersive. Je me sens grandie en termes de possibilités pour pouvoir apporter une aide en cas de problème. Il se trouve que dans le cadre de l'entreprise, on a pu tester ce dispositif et leur donner une façon de vivre ces premiers gestes à réaliser, de les ancrer un peu plus en eux pour être en capacité de réagir si un jour ils devaient rencontrer une situation comme celle-ci qui peut se passer sur le terrain mais qui peut aussi se passer dans nos bureaux et un peu même dans la rue, dans leur quotidien. La réalité virtuelle permet un cas pratique réaliste et donc une meilleure mémorisation des gestes. C'est une autre zone du cerveau qui va mémoriser par rapport aux formations traditionnelles. C'est la zone des émotions et l'ancrage mémoriel est beaucoup plus durable. Le jour où on va devoir passer à l'action, inconsciemment, on va se rappeler de ce moment où on a déjà sauvé une personne. Ok, c'était de la réalité virtuelle, ok, on était en formation, mais ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, lui, mémorise qu'on a sauvé une personne et que les pompiers nous ont félicités quand ils sont arrivés. Une formation expérimentée par le député Jean-Charles Collaroy, créateur et rapporteur de la loi sur les gestes qui sauvent et le statut de citoyen sauveteur.
Ce statut, il protège les citoyens qui portent secours. Eh bien, si jamais il leur arrive un accident ou si jamais ils font mal les gestes, ils sont protégés, ils deviennent des collaborateurs occasionnels du service public. C'est très important de faire savoir à l'ensemble de la population que sauver des vies, c'est simple, que faire les gestes de premier secours, on n'encourt aucun risque à les faire. Il vaut mieux mal faire que de ne rien faire. Chaque jour dans une entreprise, grâce à cette formation d'1 heure, d'un seul geste peut former 15 à 30 personnes. Les formations en ligne pourraient également améliorer la situation selon la Croix-Rouge. Si plus de Français étaient sensibilisés, 20 000 vies pourraient être sauvées tous les ans. Nous sommes toujours dans Check-up pour parler à présent de la DMLA avec vous, docteur Marc Vareille. Je rappelle que vous êtes ophtalmologiste à Grenoble. Sophie Borgarel, vous êtes opticienne, toujours à Grenoble. Et Mélanie Gauthier, vous êtes instructrice de locomotion. Marc Vareille, si vous voulez bien, on va débuter avec vous avec une question toute simple peut-être. Qu'est-ce que la DMLA ? DMLA, c'est un acronyme, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors maculaire, la macula, c'est une partie de la rétine. La rétine, c'est au fond de l'œil. Si vous comparez l'œil à un appareil photo, si vous voulez, la rétine, ce sera la pellicule photo, ou plutôt maintenant le capteur photo de notre œil, qui est une caméra ou un appareil photo. Et donc la dégénérescence maculaire, c'est la dégénérescence de cette partie de la rétine, et c'est cette partie de la rétine qui sert à voir les détails, qui sert à voir finement, qui sert à lire, qui sert à reconnaître un visage. C'est la partie de la rétine où il y a le plus de photorécepteurs, et c'est la partie la plus sensible de la rétine. Ça fait 2 à 3% de la rétine, ça fait 3 à 5 mm si vous voulez, mais c'est pile dans l'axe visuel au fond de l'œil. Et c'est grâce à cette partie de la rétine qu'on voit donc finement et les détails et qu'on voit le jour. C'est plutôt de la vision diurne et les couleurs, alors que toute la partie périphérique de la rétine, c'est plutôt la partie de la rétine qui sert à voir le champ visuel, à voir un peu mieux la nuit, à voir les mouvements. Et cette partie-là de la rétine périphérique n'est pas touchée dans la DMLA. La DMLA ne touche que la partie centrale de la rétine, donc fait perdre la vision centrale, mais ne fait jamais perdre toute la vision. Qu'est-ce qui lui arrive à cette macula alors ? Alors, dégénérescence liée à l'âge. Donc, c'est un vieillissement tissulaire. Il y a 2 sortes de vieillissement, de dégénérescence maculaire liée à l'âge. On va tous avoir... C'est très fréquent. C'est très fréquent. Après 80 ans, c'est 1/4 de la population. Et ça augmente encore avec l'âge de 10% par an. 1 million de personnes seraient atteintes. 1 million de personnes en France. Ouais, c'est énorme. Énorme. Ouais. On peut devenir aveugle ? Non, je vous ai dit, ça n'atteint pas la rétine périphérique. On ne vient pas aveugle, enfin dans la majeure partie des cas. Après, il peut y avoir des complications autres que la DMLA ou surajoutées. Mais la DMLA en tant que telle, ça n'atteint que la macula, donc la vision centrale. Et il y a plusieurs formes de DMLA ? Il y a 2 formes. On distingue 2 formes classiquement de DMLA. On les distingue, mais elles peuvent être intriquées toutes les 2. Il y a une forme sèche, ou qu'on appelle atrophique, où c'est une perte simplement de substances rétiniennes, de cellules rétiniennes, de cellules photoréceptrices. Et il y a une forme humide, ou exsudative, ou hémorragique, il y a des tas de synonymes. Et là, c'est une forme où ce sont des néovaisseaux, des vaisseaux anormaux qui se développent sous la rétine, qui sont responsables de désorganisation de la rétine, d'hémorragie intrarétinienne, d'œdème rétinien. Et cette forme néovasculaire, c'est une forme beaucoup plus rapide. Dans les 2 cas, on a une atteinte de la rétine centrale. Dans le cas de la forme atrophique, c'est une évolution lente et une perte très lente de la vision sur plusieurs années, voire dizaines d'années. Alors que dans la forme exsudative ou hémorragique, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus rapide. On peut perdre la vision en quelques semaines ou quelques mois si on ne fait rien. Alors avant de voir les causes et la détection de la DMLA, je vous propose de regarder le reportage de Lucille Dailly. On en reparle juste après. Ce matin-là, Françoise cache difficilement son sourire derrière son masque. Encore moins la joie de retrouver son praticien, qui pourtant va réaliser un acte impressionnant. Mais les liens de confiance se sont tissés tout naturellement au fil des séances, à raison d'une piqûre dans les yeux 1 fois par mois. Je pense que ça doit faire la 6e année. Question de point de vue, la patiente ne subit pas cette intervention, elle en bénéficie. Françoise souffre de dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, et c'est le quotidien qu'elle aurait à subir en l'absence de traitement. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie chronique de la personne âgée
qui atteint une zone particulière de la rétine, au fond d'œil, donc la rétine centrale. Cette rétine centrale, elle sert pour la vision précise. Le phénomène s'explique par une atteinte élective donc, du centre de la rétine sous la forme d'un assèchement de la rétine, ce qui est caractérisé par la DMLA atrophique, ou alors une prolifération de petits vaisseaux pathologiques. Et là, c'est la forme exsudative, néovasculaire ou humide. Il n'existe pas de traitement pour la forme atrophique, dite DMLA sèche. Des solutions de confort de vision sont proposées. On ne guérit pas non plus de la forme humide, mais elle se contrôle et l'on peut diminuer son évolution au prix d'une surveillance étroite et donc d'injections directement dans l'œil de médicaments anti-prolifération vasculaire pratiqués en climat stérile de bloc opératoire. Vous ne bougez pas, on y va tranquille. L'injection intraoculaire agit de manière efficace sur les complications de la forme humide, à savoir l'œdème, donc de l'eau dans la rétine comme on peut le voir ici. Les injections vont traiter l'œdème, donc l'eau qui est sous la rétine et qui fait baisser la vue et qui déforme les images. Et si l'acte apparaît comme un geste de torture, il n'en est rien, au contraire. Parfait. C'est pas très agréable. Ça fait pas mal déjà, c'est ça. Déjà pas mal. C'est même pas très désagréable. Vous avez senti quelque chose? Rien du tout. C'est bien pour ça que je l'ai choisi. Paradoxalement, le traitement il est accepté de manière extrêmement rapide par les patients parce qu'ils ont une baisse d'acuité visuelle qui les traumatise et ils savent qu'il y a une solution à ça. Pourvu que la pathologie soit contrôlée le plus tôt possible. Il est donc indispensable de consulter dès les premiers signes pour se donner la chance de distinguer plus longtemps le regard bienveillant de son ophtalmologiste et sa seringue. C'est parfait. Bonne journée, madame. Docteur Vareille, à quel moment on se rend compte qu'on commence à être atteinte de DMLA? Quels sont les premiers signes? Alors, on s'en rend compte, il y a 3 signes qui montrent qu'il y a une atteinte de la macula. Ce n'est pas forcément la DMLA, mais la macula. Le premier signe, c'est la baisse de l'acuité visuelle. Le deuxième signe, c'est la déformation des images, ce qu'on appelle les métamorphopsies. Et le troisième signe, c'est le scotome, c'est une tache noire qui apparaît devant l'œil. Ce qui est compliqué, c'est quand c'est le premier œil qui est atteint, on ne s'en rend pas bien compte. Parce que si on ne ferme pas un œil, on compense. On peut ne pas voir qu'on est atteint, et c'est pour ça qu'on a des retards diagnostiques sur le premier œil. Quand le premier œil est atteint, d'abord, on est sensibilisé, et puis deuxièmement, on se rend compte tout de suite qu'il y a un problème et que la vue baisse. Vous parlez du premier œil, ça veut dire que le deuxième, ça va venir ou... Alors la DMLA se bilatéralise assez fréquemment, environ 10% par an de bilatéralisation. Enfin, le risque augmente de 10% par an. Vous nous avez apporté des petites fiches. Je crois oui, que ça sert alors justement, aussi pour détecter la DMLA, on demande aux patients de faire une auto-évaluation. On ne peut pas voir les patients tous les jours, ni toutes les semaines, ni même tous les mois. On a des délais, comme vous le savez, qui sont extrêmement importants. Et les patients à risque, puisqu'il y a des patients à risque de DMLA, on leur distribue cette petite grille qui est la grille de Hemsler. C'est une grille avec un point central. On cache un œil, on regarde le centre de la vision, on regarde le centre de la grille en cachant un œil. Et tout en regardant le centre de la grille, on observe la grille et on voit apparaître, si on a des DMLA, un trou, une déformation ou une disparition des lignes de la grille. Voilà, donc il faut faire ça œil par œil, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, si on est à risque de DMLA. Sophie Bourgal, vous me disiez aussi que vous-même vous utilisiez ce genre d'outils et qu'on pouvait aussi détecter sur des personnes qui ont l'habitude de faire des mots croisés. Bah oui, parce que sur le mot croisé, on va retrouver la grille. Donc effectivement, si on n'a pas la possibilité d'avoir une grille d'Hemsler, après ça se trouve très facilement sur Internet également, si on a la possibilité d'imprimer. Sinon, souvent, voilà, les gens font régulièrement des mots croisés et on va retrouver les lignes horizontales et verticales sur des mots croisés. Donc voilà, ça s'utilise aussi. Alors, vous parliez de personnes qui peuvent être à risque. Les personnes à risque de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est l'âge, on l'a dit. Au-delà de quel âge on peut commencer à s'inquiéter? Par définition, 50 ans. Mais c'est très rare, 50 ou 60 ans. Et ce risque, il augmente terriblement avec l'âge, puisqu'à 75 ans, c'est un quart de la population. À 80 ans, c'est presque la moitié de la population. Donc voilà, il n'y a pas un âge précis, mais au-delà de 60-65 ans, surtout si on a des antécédents personnels familiaux de DMLA, surtout si on est fumeur, le tabagisme est un facteur de risque reconnu,
surtout si on a des problèmes cardiovasculaires autres, c'est aussi un facteur reconnu, surtout si on est en surcharge pondérale et qu'on a un régime alimentaire déséquilibré. Mais les principaux facteurs de risque, donc c'est l'âge, on n'y peut rien, l'hérédité, on n'y peut rien, le tabagisme, c'est évident, et ensuite tous les facteurs alimentaires et Non, est-ce que l'environnement, en général, par exemple, le fait que l'on regarde de plus en plus les écrans aujourd'hui, on passe les 3/4 de notre journée sur un écran, est-ce qu'on a assez de recul pour voir si ça peut jouer? Non, les écrans n'ont pas été détectés comme facteur de risque de DMLA. Est-ce qu'une pathologie antérieure de type myopie peut aussi conduire à une DMLA? Alors, la myopie peut conduire à des pathologies maculaires, mais pas forcément dégénératives. Il existe des néovaisseaux rétiniens dus à la myopie. Donc, c'est à peu près le même mécanisme que la DMLA, mais ce n'est pas dû à l'âge ni à l'hérédité, c'est simplement dû à la myopie. Donc, il peut y avoir les mêmes symptômes, ça ne s'appelle pas DMLA. Mais ça peut avoir exactement les mêmes symptômes, les mêmes traitements. L'intervention que l'on a vue a l'air de se passer plutôt bien. Les patients ont l'air contents, ils disent qu'ils ont pas mal. Ça laisse pas de cicatrices non plus? Alors, ça peut faire un petit peu mal. On fait une anesthésie locale par des gouttes anesthésiantes avant de pratiquer l'injection intraoculaire. Ensuite, on met un petit écarteur de paupières qui n'est pas très agréable. Et puis, on fait un lavage à la bétadine, un lavage assez important, qui est assez irritant en fait. Donc l'injection elle-même, c'est pas elle qui fait mal. On prend une toute petite aiguille, c'est très peu sensible. En revanche, ce lavage à la bétadine crée une telle irritation qu'on a mal pendant plusieurs heures après l'injection et à cause du lavage. Une par mois, disait la personne. Une moyenne, oui, c'est une par mois. C'est vrai que c'est une maladie chronique. Il faut répéter les injections comme on répète la prise d'un traitement général, quoi, hein. Donc parfois c'est une fois par mois, parfois c'est une fois tous les 2 mois. On essaye en général de trouver un intervalle, justement. On arrive souvent chez certaines personnes à trouver l'intervalle de récidive. Ce n'est pas forcément un mois, ça peut être 5 semaines, 6 semaines, et on se base sur cet intervalle pour programmer 2, 3, 4 injections suivantes sans faire de contrôle systématique. Est-ce que vous savez s'il y a des développements de nouveaux traitements qui éviteraient justement des injections intraoculaires? Alors déjà, il y a des nouveaux traitements qui vont probablement sortir, qui sont en phase 3, où c'est des injections, mais des injections qui dureront plus longtemps. Phase 3, je précise juste que c'est la dernière phase avant la mise sur le marché. Voilà, merci. Donc ces médicaments vont agir plus longtemps, c'est-à-dire plus d'1 mois, peut-être plus de 2 ou 3 mois. Donc déjà, ces médicaments-là vont peut-être sortir d'ici 1 an ou 2. Une fois que cette phase 3 aura été validée. Ensuite, on étudie des collyres anti-VEGF. L'anti-VEGF, c'est ce qu'on injecte dans l'œil. Et puis, pour la santé, tout ce qu'il y a. Et puis, on n'a pas de traitement encore pour la DMLA sèche, parce que là, on parle de la DMLA humide. Pour la DMLA sèche, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle. Il y a des études de collyres, il y a des études de médicaments actuellement, mais rien n'est sorti et rien ne va sortir dans les 2 années qui viennent de ce côté-là. Donc pour la DMLA sèche, il faut que les patients puissent faire appel à d'autres substituts? Oui, alors pour la DMLA sèche, alors je rappelle que c'est une forme beaucoup moins virulente, beaucoup plus lente. Et qu'est-ce qu'on peut faire en cas de DMLA sèche? Ben, c'est là où interviennent les orthoptistes, les opticiens, les aides à la vision, les appareils grossissants, les loupes, les verres filtrants, etc. Que Mme Bourgarel absolument. a développé. Quelle bonne transition. Sophie Bourgarel, en tant qu'opticienne, vous intervenez donc à ce moment-là. Vous nous avez apporté une petite valise. Qu'y a-t-il dans cette petite valise? Alors, il existe beaucoup de choses. Là, je vous ai amené juste des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais donc, on a parlé justement qu'on avait une vision qui était beaucoup moins nette. On va être aussi ébloui. Donc, nous, on va chercher à apporter du contraste et à enlever l'éblouissement. En fait, nous, on intervient en même temps qu'un médecin. Mais en fait, on va essayer de rendre le plus confortable possible cette maladie handicapante. Donc, on a des filtres de couleurs un peu surprenantes, donc orange, jaune, voilà, je crois, je ne sais pas où vous pouvez montrer, voilà, ou plus foncé. Alors, c'est la personne qui va vraiment déterminer si ça l'aide ou pas. C'est vraiment une pathologie aujourd'hui où on n'a pas de définition en fonction de l'évolution. On va mettre ça en face, donc il faut prendre le temps. Il faut y revenir alors aussi, puisque comme c'est une maladie
évolutive. Il peut y avoir un équipement qui va être utile un jour et qui ne le sera plus 6 mois après. Alors, pas forcément. Il y a des choses comme les filtres qu'on peut garder voilà, quasiment tout le temps. Ça ne va pas évoluer. Les appareils, ça dépend effectivement de l'évolution. Donc, sur la DMLA sèche, l'évolution est assez lente. Donc, en général, les appareils restent les mêmes. On équipe aussi sur les DMLA humides aussi. En fait, on est là que pour aider. Enfin, c'est déjà pas mal. Il y a aussi des appareils plus gros que vous gardez à votre magasin, que vous n'avez pas pu apporter aujourd'hui. Alors là aussi, c'est des liseuses, des loupes. Voilà, vous avez des liseuses, des loupes à main, toutes simples, que vous trouvez un peu partout dans le commerce. C'est bien d'essayer, parce que les gens ne pensent pas forcément aller voir un opticien. Le souci, c'est qu'on va acheter des tas de choses et on se retrouve après avec beaucoup de choses chez soi. Et là, ce qui est compliqué, c'est des personnes qui deviennent démotivées et qui après veulent plus rien faire. Donc, c'est vraiment bien d'aller voir des professionnels pour aider. C'est pas forcément plus cher non plus, mais au moins on va les trouver, les choses qui vont. Et on ne va pas se retrouver démotivé au bout de quelques mois. Surtout si ce sont des personnes âgées qui ont peut-être panique avec certains outils un petit peu numériques. C'est ça. Alors en plus, les téléphones portables aujourd'hui ont un peu démocratisé tout ça, parce que nos appareils aujourd'hui ressemblent beaucoup aux téléphones portables, avec des systèmes grossissants. Alors on simplifie les choses, puisqu'on est effectivement avec des personnes un peu plus âgées. Donc les boutons sont un petit peu plus gros, moins pour grossir. Marche-arrêt, c'est assez simple d'utilisation. L'important, c'est que les gens, ce soit très ergonomique, puissent les utiliser le plus possible. Et ce que nous, on cherche à faire, c'est que les gens gardent le plus possible de l'autonomie. C'est vraiment l'objectif de notre travail, c'est l'autonomie des gens. C'est aussi l'objectif de votre travail, Mélanie Gauthier, pardon. Vous intervenez pour aider les personnes atteintes de DMLA en tant qu'instructrice de locomotion spécialiste en orientation et mobilité basse vision. Et pour mieux se rendre compte, on va, avant d'en parler, regarder le reportage de Lina Badreddine qui vous a suivi aux côtés d'une patiente grenobloise. Là, je ne vois pas à 3 mètres. C'est tout blanc, tout flou. Martine a 73 ans. Elle est atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, une maladie chronique arrivée subitement. Je faisais des courses dans une rue piétonne et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les enseignes de magasins dansent, sont gondolées. Je me suis dit, il y a quelque chose de grave qui vient d'arriver. Mais là, pour regarder le prix, voilà, 89,99 €. Oh bah alors, c'est cher, hein. Bon, là, je vois 2. La DMLA de Martine ne peut pas être traitée. Elle doit vivre avec sa pathologie et adapter son quotidien, mais elle refuse encore d'utiliser certains outils à sa disposition. C'est me mettre à nu. Et j'ai un peu honte. J'ai un peu... disons que ça me crée un peu de chagrin, quoi. Tant que je peux faire comme si je voyais, je sens que moralement, ça m'aide. Alors, si vous appuyez... Rouge piéton. Ah. J'entends. Voilà. Rouge piéton. Donc, je ne traverse pas. Là, je ne le vois plus du tout. Et sinon, je tourne un peu à droite ou un peu à gauche ou en bas et je le vois. Mais de face, là, je ne le vois plus. Dès qu'on voit, on veut regarder une personne, le visage devient un peu plus flou. Mais quand on regarde légèrement à côté, le visage devient clair. Donc, on a vraiment cette impression de ne plus regarder exactement ce qu'on veut voir, regarder juste à côté pour que ça soit bien net. Donc, je fais vraiment par cœur. Hein. Au-delà des outils technologiques à sa disposition, Martine a ses petites combines. Les petites astuces, c'est de mettre une couleur blanche sur le noir pour repérer les graduations de température. Parce que si c'était tout noir, il faudrait vraiment que je touche avec les doigts pour savoir où je mets le bouton. Aujourd'hui, le plus handicapant, c'est la lecture, parce que même au niveau de, plus de conduite, et puis au niveau de tout ce qui est panneaux, d'indications, direction. Cette maladie concerne environ 8% des Français, 10% des 65-75 ans et 25 à 30% des plus de 75 ans sont touchés.
Mélanie Gauthier, vous vous rendez donc chez les patients et vous observez leur quotidien et vous établissez en quelque sorte une ordonnance pour mieux vivre? C'est une façon de le dire, en effet. Le service, c'est vraiment d'aller à domicile pour que ces personnes puissent garder l'autonomie le plus longtemps possible. Et pour ce faire, il faut faire une évaluation globale de leurs besoins. On fait vraiment le temps vraiment c'est 2 heures complets où on va passer en revue autant comment ils cuisinent, est-ce qu'ils arrivent encore à éplucher, à couper, à se servir de leur cuisinière, est-ce qu'ils ont du mal à ouvrir le four, est-ce que ça se fait en sécurité, au niveau des soins personnels aussi, est-ce qu'ils arrivent à différencier le shampoing du gel douche ou encore la lecture, les loisirs, est-ce qu'ils se rendent encore à l'association où ils allaient ou ils sont justement gênés, est-ce qu'ils font encore leurs courses ou finalement le feu, ils n'arrivent plus à le voir, du coup ils n'arrivent plus à aller au Monoprix qui peut être juste en face. Donc tout ça, on passe en revue tous les loisirs, toutes les sphères de vie pour voir où sont les situations de handicap. Donc une situation de handicap, c'est vraiment dire la personne arrivait à le faire avant, c'était dans ses habitudes de vie, elle a arrêté de le faire dû à sa DMLA. Et donc on va essayer de voir quels sont les outils techniques ou les aides humaines qu'elle peut avoir en place ou encore la réadaptation dans les gestes du quotidien pour pouvoir garder cette autonomie. Quels sont les petits trucs que vous pouvez donner? Alors, comme on a pu voir dans le reportage, Madame, justement, elle n'arrivait plus du tout à pouvoir voir sur sa plaque de cuisson ces boutons. Donc, le fait de teinter, en effet, ou de mettre un repère tactile. Donc là, visuellement, elle arrive à pouvoir voir le bouton en ayant teint en blanc. Par contre, une personne qui aura une acuité beaucoup plus faible, eh bien, du coup, on irait tactilement. Donc, c'est de passer du visuel à utiliser le toucher. Et ça, c'est souvent difficile. Il y a vraiment un passage qui est compliqué entre la personne, elle veut continuer à voir, se rapproche. Et finalement, moi, c'est de lui dire, si on veut garder de la sécurité parce qu'il y a les casseroles, que ça peut être dangereux, on va plutôt y aller tactilement. Vous touchez le bouton, vous le tournez et vous appuyez. Vous allez vraiment repérer là où est votre autre doigt pour pouvoir indiquer la température. Comment ça se passe concrètement, la mise en relation? Comment le patient, qui vous sollicite en définitive? C'est le patient, c'est l'ophtalmo, c'est qui? Alors, il y a l'ophtalmo qui peut justement faire le lien directement dès qu'il y a un diagnostic orienté le patient vers mes services. Il y a aussi beaucoup de services dans la région. Moi, je suis là pour vraiment voir qu'est-ce qui est possible au niveau de l'évaluation des besoins et vers qui l'orienter. Donc, une personne peut avoir des besoins très importants et à ce moment-là, je vais l'orienter vers un centre de rééducation. Les centres de rééducation les plus près, c'est Lyon ou Nîmes. Donc, ce n'est pas à côté. Donc, beaucoup de personnes, surtout les personnes âgées, ne veulent pas nécessairement faire ces déplacements. Il y a des associations aussi sur Grenoble, l'association Valentin Oui, où les personnes peuvent aller, avoir des groupes de parole aussi, rencontrer des professionnels et des pairs avec lesquels elles peuvent discuter. Donc voilà, moi, je vais orienter ces personnes vers les professionnels et aussi les professionnels du secteur. L'opticien, ça peut être l'orthoptiste pour faire une rééducation en basse vision. Dans notre société de l'image, c'est aussi un gros choc psychologique pour ces personnes. Tout à fait, et pas seulement pour ces personnes, c'est aussi pour tous les aidants et la famille. Dans la famille et les proches aidants, les amis, puisqu'il y a souvent une méconnaissance de la DMLA et des conséquences qu'il peut y avoir au quotidien. Donc, il y a quelquefois des dénis aussi des enfants ou l'incompréhension. Donc là, on propose vraiment un service où on fait de la sensibilisation. Donc, je peux amener des lunettes de simulation pour les enfants, mettons de la personne âgée, pour montrer, avec les lunettes de simulation, on va essayer de manger, on va essayer d'ouvrir la boîte aux lettres, pour voir comment que ça fonctionne quand on a une déficience visuelle. Ils se disent, visuelle. mais non, mais tu vois encore très bien. Oui, puis surtout, comme disait Marc tout à l'heure, on voit vraiment la vision périphérique permet de se déplacer, de ne pas avoir encore trop de difficultés au niveau des bordures de trottoir. Le problématique au niveau des déplacements, ça va être les changements de luminosité, l'éblouissement créé par ça, avoir du mal à voir les voitures au loin, la vitesse à laquelle va arriver la voiture, est-ce que j'ai le temps de traverser ou pas. Donc, il va y avoir une inquiétude qui va tourner autour de ça. Le feu piéton, quand la fixation n'est pas bonne, quand la personne n'arrive pas à bien regarder son feu piéton, qu'elle doit regarder légèrement sur le côté pour mieux le voir, et bien là, quand c'est pas fixe, elle n'arrive pas à bien le voir et elle va s'empêcher de se déplacer. Et là, rentre en ligne de compte cette roue qui permet la personne, cette spirale, et la personne souvent va se retrouver en EHPAD malheureusement isolée. Quand elle pourrait, avec la rééducation, rester à domicile encore plus longtemps. Marc Vareille, les patients, quand vous leur parlez de DMLA, ils savent de quoi il s'agit? Ils en ont déjà entendu parler? La plupart ont été sensibilisés, ils en ont entendu parler, ils ont des proches qui sont atteints de DMLA ou la famille
atteintes de MLA, donc c'est rare que ce soit une surprise diagnostique. On peut aussi utiliser la rééducation orthoptique pour... Oui, alors en fait, il y a deux grands principes pour améliorer la vision des patients qui ont une basse vision, et en particulier la DMLA. Le premier principe, c'est d'utiliser des systèmes grossissants. Alors ça va de la lunette grossissante, il suffit d'une lunette de lecture de près, d'une lunette de lecture un peu plus puissante ou encore un peu plus puissante. Puis ça ne suffit pas, on prend la loupe. Et puis ça ne suffit pas, on prend un téléagrandisseur ou un système électronique pour agrandir. Ça, c'est le premier principe, agrandir l'image, ou se mettre plus près de la télévision, etc. Toutes sortes de choses pour agrandir. Et le deuxième principe, c'est d'utiliser le peu de rétine le peu de rétine centrale ou un peu la rétine périphérique encore saine. C'est-à-dire, comme le disait très bien Mélanie Gauthier, plutôt que de regarder en face, il faut décaler sa vision. Pour vous regarder, je dois regarder quelques degrés sur le côté pour mieux voir vos traits. Et ça s'apprend. Ça s'apprend avec Mélanie Gauthier, mais ça s'apprend aussi avec les orthoptistes. Les orthoptistes sont aussi spécialisés en rééducation basse vision pour rééduquer cette rétine encore saine, juste à côté de la rétine atteinte de DMLA. C'est un kiné de l'œil. C'est la kiné de l'œil. Oui, l'orthoptiste fait aussi la rééducation des mouvements de l'œil, des strabismes, de l'amblyopie, mais aussi la basse vision. Donc l'orthoptiste est un acteur très important. Ça se passe comment, une rééducation de l'œil? Alors moi, je ne fais pas la rééducation de l'œil. Quand on peut voir dans le reportage, par exemple, là, pour le feu piéton, j'ai bien remarqué qu'elle n'arrivait pas à pouvoir fixer. Donc là, je lui ai proposé justement de l'orienter vers un orthoptiste pour travailler cette fixation. Une fois qu'elle est travaillée de près, la lecture va être aussi plus facile et après, on va pouvoir l'utiliser de loin. Mais il faut que ça soit fait par l'orthoptiste en premier. Est-ce que vous, après, vous suivez ces progrès? Il y a un suivi du patient? Alors nous, on a un suivi purement médical du patient. Oui. On suit le patient à chaque fois qu'on le voit, on prend son acuité visuelle, on fait un examen complet, la tension de l'œil, le fond d'œil, et puis des examens spécifiques comme vous avez vu, en particulier la tomographie à cohérence optique. C'est un scanner de la rétine qui permet de dépister, de suivre de façon extrêmement précise les lésions, que ce soit dans la DMLA sèche ou dans la DMLA humide. Parfois, on utilise aussi l'angiographie rétinienne. On injecte un produit de contraste dans les veines et on fait du photo du fond d'œil après avoir injecté ce colorant. Donc c'est essentiellement médical. Après, les progrès dans la vie courante, non, c'est plutôt les orthoptistes ou les rééducateurs qui ont des outils pour mesurer ça. Et une rééducation par un orthoptiste, il faut que ça soit aussi long que des piqûres. C'est régulier ou ça peut être régulier. Il peut y avoir des petites des consultations de rappel, si vous voulez. Mais l'important, c'est de mettre en place au départ tous ces mécanismes et d'apprendre à se servir des aides visuelles et de mettre en place ces mécanismes de vision périphérique. Une fois qu'ils sont compris par le patient et qu'ils sont adaptés, il n'y a pas la peine d'y revenir. Et il n'y a pas d'opération qui puisse régler le problème définitivement? Non, le tissu est dégénératif. On n'a pas de tissu de remplacement actuellement. Les seules opérations qu'on peut envisager, qui sont faites pour l'instant, mais à titre expérimental, c'est des greffes de cellules souches rétiniennes, voire des greffes ou des implants de rétine artificielle, mais ça n'a pas encore donné de résultats satisfaisants par rapport à ce qu'on fait actuellement. On va bientôt arriver à la fin de cette émission. Je vais faire peut-être un petit tour de table. Sophie Bourgarel, vous, quand vous recevez des patients qui sont atteints de DMLA, vous essayez de les rassurer le plus possible? Oui, c'est vrai que c'est vraiment une clientèle particulière qu'on reçoit. C'est un moment un peu dur, effectivement, parce qu'on va plus vendre. On essaye de rester dans le plus proche de la lunette, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu juste. Mais si je peux rajouter juste quelque chose, c'est très important. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de garder l'autonomie et surtout qu'il y ait un suivi sur les appareils qui sont vendus. Vous avez des appareils qui peuvent être très onéreux. On essaye de mettre en place, nous, un système de location parce qu'il ne faut vraiment pas acheter ces produits sans les avoir essayés et utilisés. Alors, dans un magasin d'optique, c'est bien, mais on a besoin de les utiliser au domicile. Il faut savoir si au domicile, on est équipé, on a l'endroit. Et c'est très, très important que ce soit adapté dans le lieu de vie de la personne, que ce soit dans un EHPAD ou à son domicile. Et c'est primordial parce que c'est des gens qui ont déjà fait le premier geste d'être motivés de passer la porte. Il faut qu'ils continuent, ils ont besoin d'être motivés et ça, c'est très dur si ça ne fonctionne pas, parce que ça arrive.
Mélanie Gauthier, c'est un peu ce que vous nous disiez aussi et qu'il faut aussi être soutenu par ses proches. Il peut y avoir vraiment beaucoup de matériel non utilisé, mais c'est vraiment aussi d'évaluer les besoins, c'est-à-dire qu'une personne qui, elle, ne fait que je vais pouvoir faire, par exemple, des mots croisés, mais qu'elle ne va pas lire vraiment beaucoup, on n'ira pas vers les mêmes systèmes de grossissement. Ça va être du ponctuel. Donc, il n'y aura pas non plus le même coût à investir pour avoir ces aides. Mais la personne peut se rendre d'elle-même dans certains magasins ou encore acheter sur Internet avec des aidants et vouloir prendre ce qui a de l'air le merveilleux et finalement, ça ne répondra pas à ses besoins. Donc, on peut voir tout à l'heure la petite vidéo-loop très pratique qu'on peut amener au magasin un peu partout. Ça convient. Quelqu'un qui n'aurait pas ça et qui a l'appareil très gros qu'on a pu voir, était la grande sœur à la maison, on ne peut pas le déplacer. Donc, du coup, ça ne correspond pas aux besoins de la personne. D'où l'importance de cette évaluation globale avant les achats. Marc Vareille, vous intervenez en amont. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui pensent pouvoir être concernées ? Moi, j'ai envie de leur dire un message d'espoir, c'est qu'on n'est jamais aveugle, ça atteint la macula, ça atteint pas la périphérie de l'œil, donc déjà on n'est jamais aveugle, déjà ça rassure le patient, ça dédramatise un petit peu les choses. Et puis de savoir qu'on s'occupe d'eux, et puis de traiter aussi les pathologies associées, s'il y a une cataracte, s'il y a un glaucome, etc. C'est très important aussi, parce que ça se surajoute à la DMLA. Alors quelqu'un qui a la DMLA mais qui a une grosse cataracte, lui enlever sa cataracte et l'opérer, si elle apporte un bénéfice important. Donc voilà, l'espoir c'est que c'est jamais la nuit noire dans la DMLA. Vincent ? Simplement, on entendait au début de l'émission le docteur Vareille dire que la détection du premier œil était parfois un peu retardée, en tout cas pas suffisamment tôt. Donc signaler, souligner qu'il y a les journées nationales de détection de la DMLA en novembre chaque année et que ça peut être une bonne occasion de... La macula, il n'y a pas que la DMLA, mais toutes les pathologies maculaires sont dépistées lors de ces journées qui se déroulent fin novembre. La DMLA, mais la maculopathie diabétique, la maculopathie myopique, enfin tout ce qui touche la vision centrale en général. Mais ça peut être une bonne occasion si on a un petit peu de mal à prendre rendez-vous chez son ophtalmo. Voilà, il y a des portes ouvertes où on peut prendre rendez-vous plus facilement si on pense avoir un problème de macula. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Vincent. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre antenne et puis bien sûr en replay sur télégrenoble.net. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci encore. Merci. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.